Je vais te partager 6 erreurs que j'ai commises en bourse qui m'ont coûté énormément d'argent et qui m'ont même fait repartir de zéro et que si tu commets, tu risques de ne jamais atteindre ton objectif financier. On se retrouve directement sur mon écran, donc on va commencer directement avec la première erreur qui n'est autre que de ne jamais vendre tes actions. On dit souvent qu'on doit investir en bourse à long terme, 20, 30, 40 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se détacher de certaines positions qui nous semblent inutiles à l'heure actuelle que l'on a achetées par le passé. Je vais te donner en fait quelques exemples de pourquoi déjà est-ce qu'on achète une action. Premièrement, on connaît l'activité de l'entreprise. Imaginons, je vais acheter Apple parce que je suis déjà client chez eux, Nike parce que je sais comment ça fonctionne, ou bien même Amazon parce que je commande tous mes livres chez eux, imaginons. Deuxièmement, on a analysé l'action et l'analyse est validée. C'est-à-dire à la fois sur le chiffre d'affaires, sur le free cash flow, sur le cours, le dividende, peu importe. Et enfin, on croit au potentiel futur de l'entreprise. Évidemment, je ne vais pas investir sur une entreprise dans laquelle je ne vois aucun futur, c'est-à-dire je ne vois pas d'évolution, je ne vois pas de croissance, ni même une augmentation des ventes. À contrario, je vais plutôt investir sur des entreprises comme Nike, Apple ou autres où je vois très bien comment cette dernière pourra continuer de gagner de l'argent et surtout en gagner plus par l'avenir. Mais du coup, quand est-ce qu'on va vendre une action? Eh bien, premièrement, c'est si l'analyse change avec le temps. Tu t'en doutes, à l'heure actuelle, j'ai par exemple acheté Visa le mois dernier, ce qui veut dire que mon analyse de Visa était correcte et validait tous mes critères. Est-ce que Visa validera toujours cette analyse-là dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Je ne le sais pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, je serais tenté justement en fait devant l'entreprise. Imaginons, on a un dividende qui a chuté fortement, comme on peut le voir juste ici, ça peut remettre en cause mon analyse. On a un cours qui a complètement chuté, ça peut également remettre en cause l'action. Et enfin, d'autres indicateurs comme le retour sur capitaux propres qui est en constante baisse, un chiffre d'affaires qui ne cesse de baisser depuis un certain temps, ou même des free cash flow qui sont en constante chute, eh bien ça peut remettre en cause en fait mon achat et mon investissement parce qu'en fait, en tant qu'investisseur, on doit toujours garder cette logique non pas d'investir de façon émotionnelle sur une entreprise qu'on aime bien ou autre, mais simplement de se demander est-ce que mon capital est au meilleur endroit à l'heure actuelle pour croître et pour me faire gagner de l'argent dans le futur. Et ensuite, une autre chose qui pourrait nous faire vendre une action, c'est qu'on ne croit simplement plus au potentiel futur de la société. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des très beaux indicateurs dans notre analyse, mais simplement on ne sait pas comment va se comporter l'entreprise à l'avenir et si son secteur est encore porteur. On peut notamment citer l'exemple en fait de 3M, c'est notamment l'entreprise, tu sais, qui vend des scotch, etc., qui est dans l'industrie et qui a eu un très gros procès en fait avec des centaines de milliers de militaires à cause de bouchons d'oreilles qui étaient défectueux. Et en fait, à cause de ça, 3M s'est retrouvé dans de gros soucis juridiques et les investisseurs ont pris peur et ont paniqué. Alors même que cette entreprise a de très beaux fondamentaux et ne cesse de gagner plus d'argent chaque année, eh bien les investisseurs étaient très inquiets d'investir dessus et ont arrêté du coup de l'acheter et l'ont même vendu, ce qui a fait largement baisser son cours. Et à l'heure actuelle, 3M va devoir payer 6 milliards, ce qui va forcément amputer une grande partie de son bénéfice dans les prochaines années et qui ne fait plus forcément croire aux investisseurs un futur intéressant pour ces entreprises. Ou alors, ça peut être très bien les deux en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois l'analyse de notre action qu'on vient de refaire n'est plus du tout bonne et elle a totalement changé depuis la première que l'on a effectuée, mais en plus de cela, on se rend compte que l'entreprise n'a plus réellement de futur devant elle, ou en tout cas on ne croit plus en fait en ses capacités de croissance. C'est notamment le cas par exemple de AT&T, de Orange, de Intel, de Téléperformance ou même par exemple de Pfizer. Mais évidemment, ce ne sont que des exemples et à toi de trouver aussi à la fois quel sera ton style d'analyse pour savoir exactement quand est-ce qu'une action ne rentre plus dedans et aussi comment est-ce que tu peux à peu près juger de l'évolution future d'une action. D'ailleurs, c'est notamment quelque chose que j'ai fait très récemment. J'avais notamment acheté l'action canadienne Savaria qui était spécialisée en fait dans les équipements pour les personnes à mobilité réduite, donc notamment pour faciliter l'accès aux fauteuils roulants ou simplement faciliter l'accès aux personnes qui ne pouvaient plus se rendre à l'étage de leur maison par exemple. Et c'est une autre facette aussi de cette erreur-là, c'est que tu peux vendre aussi une action simplement parce que tu as changé de stratégie et qu'elle ne correspond plus à cette dernière. Imaginons que tu as été dans des actions individuelles et maintenant tu passes à des ETF, évidemment tu vas devoir revendre tes actions pour passer sur tes ETF. Moi, c'était parce que je voulais me concentrer en fait sur des grosses capitalisations dites gross dividend également. Savaria n'en faisait pas partie, donc je l'ai vendu pour investir justement autre part parce que j'estimais que mon argent serait mieux investi ailleurs par rapport à l'objectif que j'avais. Mais donc, c'est pour ça qu'il va être hyper important de savoir prendre ses pertes également. C'est-à-dire que tu vas devoir vendre des actions même si en fait tu es en train d'être en négatif à l'heure actuelle dessus. Je ne te dis pas de les vendre évidemment dès que tu as moins 2 ou moins 3% dessus, mais de temps en temps, il faut reconnaître que l'on a tort et si évidemment l'analyse de l'action est toujours bonne et qu'on croit toujours en son futur, ça peut être une mauvaise passe. Il ne faut pas vendre l'action uniquement parce que son cours baisse, mais par contre, si l'analyse est mauvaise et que tu as perdu de l'argent, n'hésite pas en fait à vendre cette dernière parce que tu pourras certainement en fait en tirer de meilleurs bénéfices si tu investis sur une action qui augmentera dans le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec Savaria, j'étais en négatif sur cette dernière
dernière, j'ai réinvesti sur BlackRock qui n'a cessé de gagner de l'argent dans le temps. Alors peut-être que j'ai perdu 10-15% avec Savaria, mais en fait cette perte a été compensée par la hausse de BlackRock entre-temps où j'ai rééquilibré mon argent. Donc parfois, savoir acter ses pertes peut être tout aussi important que de savoir laisser courir ses gains. Et pour te donner un exemple, voici un état des lieux de mon portefeuille à l'heure actuelle. Enfin, d'une partie, il n'y a pas toutes les actions dessus. Tu vois que j'ai certaines positions dans le vert, comme BlackRock, comme Depot ou même AbbVie, et d'autres comme Texas Instruments ou Hilti-Income qui sont légèrement dans le rouge. Et ce n'est pas parce qu'il y a moins 2 ou moins 3% que je vais les vendre à l'heure actuelle. Comme je te l'ai dit, je fais des analyses régulières de mes entreprises que je possède. Et en ce moment, je ne vends pas ces actions. Pourquoi? Parce qu'elles me correspondent tout à fait. Et j'ai aussi une optique, un minimum d'investissement à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'entreprise, en fait, va avoir un petit indicateur dans le rouge que je vais direct le vendre. Imaginons, on a une très belle tendance du chiffre d'affaires à long terme. Une seule année, il baisse un petit peu. Ce n'est pas pour ça que je vais la vendre. Je vais vraiment attendre, en fait, une marque concrète, en fait, que l'entreprise ne peut plus évaluer ou en tout cas continuera de baisser dans les temps à venir. Donc, ça aussi à équilibrer entre le fait de trouver le bon moment pour vendre et aussi ne pas se précipiter. On pourrait tout simplement comparer le fait que tu auras un champ de fleurs avec certaines fleurs extrêmement belles et d'autres qui sont complètement mortes et que tu continuerais à les arroser. Ça veut dire qu'à la fois ton champ perdrait de sa beauté parce que tu aurais des fleurs qui seraient totalement mortes et toi tu perdrais en fait en termes d'eau parce que tu arroserais des fleurs qui sont totalement inutiles à arroser puisqu'elles sont déjà mortes. Et maintenant on va directement passer à la deuxième erreur qui est de se concentrer sur le dividende. En fait, pour un petit peu t'expliquer mon cas, c'est une erreur que j'ai fait pendant assez longtemps, c'est-à-dire que je voulais absolument avoir une stratégie en dividende qui était autour des 3% sur mes actions. Et donc forcément, tu vas te concentrer sur certaines entreprises qui ne sont pas forcément les bonnes. Je ne dis pas que des actions à 3% sont toutes mauvaises, il y a de très bonnes entreprises là-dedans, mais évidemment, ça va non seulement te brider, mais surtout, tu vas t'intéresser aux mauvais indicateurs à regarder quand tu investis, et je t'expliquerai justement pourquoi ce n'est pas le bon à l'heure actuelle juste après. Et en fait, on va voir qu'il y a différentes tranches selon moi. Les entreprises qui versent un dividende supérieur à 3% par an, tu peux en moyenne espérer avoir un rendement entre 5 et 9%. Évidemment, c'est une généralité, mais dans la grande majorité des cas, c'est ce que j'ai retrouvé. Ensuite, de 1 à 3% de rendement, on va plutôt être autour des 8 à 12% par an. Et enfin, inférieur à 1% ou même des actions à croissance qui n'en versent pas du tout, tu vas souvent être au-dessus des 12%. Mais encore une fois, il y aura forcément des exceptions qui feront beaucoup plus et d'autres qui feront largement moins. Pour te donner quelques exemples d'entreprises qui sont au-dessus des 3% de rendement à l'heure actuelle. On a ExxonMobil qui fait à l'heure actuelle environ 8,5% de performance annuelle sur les 5 dernières années. Pour Johnson & Johnson, on est du coup à 8,9% de performance en moyenne annuelle. Et Coca-Cola, du coup, qui sont à 6,8%. Donc ici, c'est dans des entreprises qui sont largement possédées par les investisseurs particuliers. Et donc, ça te montre un petit peu qu'on suit toujours cette tendance entre 5 et 9%. Ensuite, on va avoir entre 1 et 3%. On aura Walmart, donc le géant de la distribution en Amérique, qui fait à l'heure actuelle 10,2% de performance annuelle sur les 5 dernières années. Procter & Gamble, qui est également dans la consommation courante, qui nous fera du 10% par an en moyenne. Et enfin, Pepsi, le grand rival de Coca-Cola, qui fait d'ailleurs mieux que ce dernier, qui est à 11,3% de manière annuelle moyenne. Et enfin, évidemment, tu t'en doutes, toutes les entreprises en dessous des 1%, tu les connais de manière générale, ça va être du Microsoft, du Apple, ou des entreprises qui n'en versent pas, ou très peu, comme Meta, Nvidia, Amazon, Google, peu importe. Et si tu faisais comme moi à l'époque, c'est-à-dire te baser sur le rendement actuel pour investir, eh bien c'est une énorme erreur, parce qu'en fait, tu dois surtout te baser sur le rendement sur coût. Il y a une grande différence, le rendement actuel, ça prend en compte le prix de l'action à l'instant T. Sauf que toi, tu achèteras peut-être Microsoft à 200 €, et à un moment, Microsoft atteindra peut-être 300 €, ou peut-être descendra à 100 €. Et à ce moment-là, ton rendement réel par rapport au coût d'achat va totalement être différent par rapport au rendement actuel en prenant en compte le coût de l'action, puisqu'évidemment, le coût ne cesse d'augmenter ou de baisser, alors que toi, ton coût d'achat restera stable, sauf si évidemment, tu commences à faire du DCA sur chacune de tes actions, mais tu auras forcément un PRU qui te donnera un rendement sur coût. Et pour te donner quelques exemples, on voit ici Microsoft et Pfizer par rapport à leur rendement sur coût et non le rendement actuel. C'est-à-dire que Microsoft a un rendement à peu près de 0,75% si tu l'achètes aujourd'hui. Par contre, si tu l'avais acheté il y a 10 ans, ton rendement serait largement supérieur aux 5%, tu serais aux alentours des 7%. Contrairement à Pfizer qui a un rendement bien plus élevé, autour des 6% à l'heure actuelle, eh bien si tu l'avais acheté il y a 10 ans, tu aurais encore 6% de rendement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Pfizer n'a cessé de baisser durant ces dernières années en bourse, donc son cours s'est écroulé, alors que son dividende a quand même continué d'augmenter, ce qui prouve bien que même une entreprise qui augmente son dividende,
tu peux voir ton rendement sur coût totalement stagner, voire pire baisser dans le temps, et c'est absolument pas ce qu'on veut en tant qu'investisseur. À ce moment-là, tu peux clairement comparer cela en fait à la carrosserie d'une voiture. Ce n'est pas parce que tu verrais une Porsche dans la rue que celle-ci contiendrait forcément le moteur d'une Porsche. Assure-toi que celle-ci ne contient pas le moteur d'une Clio pour ne pas te faire avoir et simplement te faire amadouer par la façade extérieure de la chose. On va directement voir la troisième erreur qui est simplement de vouloir trop se diversifier. C'est une erreur qui a été énormément commise, que ça soit à la fois dans les ETF ou dans les actions. On voit des personnes qui possèdent des dizaines d'ETF avec des ETF monde, pays émergents, Inde, également États-Unis, Nasdaq, Europe, peu importe. Ou alors du côté des actions, des investisseurs qui ont des cinquantaines voire des centaines de lignes avec des entreprises du monde entier. Et bien tout cela, à mon avis, n'est pas la meilleure chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a différentes entreprises qui sont positionnées à différents endroits sur une échelle qualité et performance. On a des entreprises qui seront extrêmement bien positionnées, qui seront dans le haut du panier à l'heure actuelle. On peut notamment citer des Google, des Nvidia, des Broadcom, etc. Des entreprises plutôt dans la moyenne, ça restera des Walmart, des Johnson & Johnson, des Coca-Cola, ou alors carrément des entreprises qui sous-performent comme des Orange, des Téléperformances, des choses comme ça. Et enfin, évidemment, on aura aussi quelques singularités, c'est-à-dire représentées ici par les points bleus, à la fois des entreprises de très faible qualité, mais qui augmenteront en performance très largement, un petit peu comme le cas de GameStop lors de la pandémie, avec l'action Reddit qui a été menée pour essayer d'augmenter l'action, ou même carrément des actions de très très bonne qualité qui sous-performeront, notamment à cause d'un problème quelconque, comme par exemple 3M avec son procès, ou d'autres facteurs. Mais donc, le gros problème ici serait si tu investis sur la totalité via différents ETF ou en ayant beaucoup trop de lignes. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cela, eh bien tout simplement, tu réduirais en fait ton investissement au centre de plus en plus, puisque tu aurais à la fois les singularités qui gagneraient énormément, qui perdraient énormément. Tu aurais aussi à la fois les top leaders, Apple, Amazon, Microsoft, mais aussi des entreprises de basse qualité. Et donc tout cela va essayer de te réduire en fait vers le milieu de la performance, un petit peu comme si à l'école tu aurais une excellente note, c'est-à-dire un 20, et que le lendemain tu aurais eu un 0. Eh bien, vu que tu as à la fois les deux extrêmes, eh bien tu finis au centre malheureusement. Et pour cela, même l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett, nous le dit. Je cite, "Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you're doing." C'est-à-dire, pour traduire concrètement, la diversification est une protection contre l'ignorance et ça fait peu de sens si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce que je vous recommande vivement, c'est de respecter 3 règles en fait. Premièrement, un secteur ne doit pas dépasser 25% en portefeuille. La technologie, l'industrie, consommation courante, peu importe. Ça vous permettra d'éviter notamment la bulle internet comme on a eu dans les années 2000, c'est-à-dire voir votre portefeuille s'écrouler si vous étiez à 80% sur ces valeurs-là. Et évidemment, on ne pourra pas prédire quelle sera la prochaine bulle. L'IA, la consommation courante, discrétionnaire, peu importe. Deuxième règle, avoir entre 15 et 20 actions individuelles maximum si vous êtes sur cette stratégie-là. Ça vous permettra de vous concentrer sur des entreprises que vous connaissez, que vous maîtrisez, et surtout, vous allez pouvoir les suivre régulièrement pour être sûr que ça reste un bon achat et un bon investissement. Et enfin, troisième règle pour ceux qui ont une stratégie en ETF, c'est que 3 ETF maximum suffisent largement à la fois en PEA ou en compte titre. Et pourquoi ne pas en mettre plus ? Eh bien simplement parce qu'on commence à avoir 5, 10 ETF, finalement c'est totalement inutile. Si on a un ETF monde, il y a déjà plus de 1500 entreprises dedans, donc simplement rajouter différents ETF, on va juste aller récupérer des ETF qui font 10% par-ci, 8% par-là, 12% par-ci. Autant prendre un ETF directement qui fait 10% par an, parce qu'il faut savoir, est-ce que vous investissez juste pour dire, tiens, j'investis dans l'intelligence artificielle en soirée mondaine, ou est-ce que vous investissez seulement pour faire 10% par an ? De manière générale, on sera ici pour la deuxième réponse, et donc autant faciliter la chose, et évidemment limiter un maximum les risques, et même si vous êtes que dans un seul ETF, si celui-ci comprend différents secteurs, donc que vous dépassez le nombre d'actions recommandées, et qu'en plus de cela, aucun secteur n'est au-dessus des 25%, alors ça fera très largement l'affaire. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'à l'époque, on donnait la recommandation inverse, c'est-à-dire avoir 40, 50 actions en portefeuille ou différents ETF simplement pour augmenter notre diversification et limiter les risques. Et je pense qu'on donnait principalement en fait ce conseil aux investisseurs particuliers parce que c'était une époque où la bourse était encore moins connue qu'à l'heure actuelle pour les francophones en tout cas. Et donc évidemment, on ne savait pas réellement quelle stratégie mettre en place. On avait encore moins de connaissances et surtout de personnes qui créaient du contenu sur le sujet. Mais à l'heure actuelle où vraiment tout est disponible sur cette thématique et qu'on peut créer une stratégie de A à Z en sachant exactement comment analyser une action, certes on ne deviendra pas le prochain Warren Buffett, mais ça nous laisse déjà beaucoup plus de cartes en main pour pouvoir avoir un peu moins d'actions, se concentrer sur cette dernière et être sûr de sélectionner à chaque fois les bonnes pépites, même si évidemment l'erreur est de mise pour chaque investisseur. En fait, on peut clairement comparer cela aux médecins généralistes et aux chirurgiens, c'est-à-dire que d'un côté, tu vas peut-être penser que tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu vas faire un petit peu toutes les médecines, tu vas pouvoir avoir beaucoup de patients, et de l'autre, tu vas peut-être plutôt penser que en fait, en faisant une seule spécialité,
qualité en devenant expert de ton domaine, tu pourras être payé beaucoup plus parce que les gens viendront te chercher spécialement pour toi et tes connaissances. Là, c'est exactement la même chose avec les actions individuelles ou les ETF. Et maintenant, on va passer à la quatrième erreur qui est simplement les pièges des actions en PEA. Je t'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le PEA juste ici et pourquoi je dis qu'il y a certains points négatifs que peu de personnes prennent en compte. Les deux premiers points sont notamment trop peu de performance sur les actions, non pas les ETF SP500 par exemple, et la double imposition hors de France. Donc ici, tu l'auras compris, on va principalement parler des actions et non pas des ETF qui eux restent très largement intéressants comme un ETF monde, pays émergents, Nasdaq 100 ou même SP500. Plus tôt dans la vidéo, je t'ai fait justement parler d'une cartographie où se situaient les actions. Malheureusement, j'ai l'impression que les actions européennes éligibles au PEA sont majoritairement dans cette configuration, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'actions de très grande qualité avec de très belles performances. La majorité s'agglutine autour du 6 à 8, 10% si tu as de la chance par an de performance en moyenne. Et enfin, ou si on a une bonne partie qui ne seront pas du tout à acheter, soit parce que c'est des actions qui ne sont pas de bonne qualité, soit les performances ne sont pas au rendez-vous, soit les deux en même temps, et ça malheureusement c'est une grande majorité. Et donc il va être selon moi très compliqué d'avoir un aussi beau portefeuille que tu pourrais avoir en compte titre avec 15-20 actions. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai comparé en fait différentes entreprises. On prend Air Liquide, Total Energy, Sanofi ou même Vinci. Ces derniers sous-performent largement le SP500 qui est en orange. A contrario, il y a évidemment aussi des entreprises qui vont surperformer ce dernier. On peut notamment citer les secteurs du luxe avec LVMH, Hermès ou même ACML, l'entreprise du Pays-Bas, ou même Schneider Electric, où toutes ces dernières vont battre le SP500 à leur tour. Et on va notamment se rendre compte que malheureusement, pour le côté français, on aura une majorité du luxe, donc c'est-à-dire que 38% du CAC 40 est représenté par ce secteur-là, et ça pose un gros problème. Quand je t'ai dit qu'il faut 15 à 20 actions avec 25% maximum de poids d'un secteur dans ton portefeuille, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te contenter d'une action par secteur. C'est-à-dire que tu devras plutôt en avoir entre 2 et 3 minimum afin justement de diversifier tes risques sur chacune des branches et tu ne pourras pas te contenter seulement d'une action sur l'industrie, une seule action en fait sur le secteur de la consommation courante en PEA et de 6 actions sur le luxe, ça serait totalement déséquilibré ton patrimoine. Donc c'est pourquoi je te recommande la prochaine stratégie qui est simplement d'avoir un compte titre en prenant la crème de la crème, Apple, Pepsi, Visa, Home Depot, à toi de constituer ta stratégie et prendre seulement la crème de la crème du PEA, c'est-à-dire pour revenir en arrière, ce petit point vert, c'est-à-dire le petit groupe d'entreprises qui sont très intéressantes, afin d'ajouter dans ton portefeuille des entreprises qui pourraient avoir des très bonnes performances à long terme. Ici, ce n'est que des exemples, je ne prédis pas le futur sur leurs prochaines performances, mais ça serait intéressant d'essayer de les trouver. Et enfin, deuxième problématique, ça va être au niveau des dividendes non français, c'est-à-dire que si tu touches un dividende du Pays-Bas, du Luxembourg, Finlande, peu importe, eh bien tu auras une retenue à la source effectuée sur ce dernier. C'est-à-dire que, imaginons, tu touches 100 € de dividende de la Suède, tu auras 30% qui seront enlevés avant même qu'ils arrivent sur ton PEA, c'est-à-dire que tu n'auras pas 100 € sur ce dernier, mais bien 70 €, et tu devras repayer les prélèvements sociaux, donc les 17,2%, si tu souhaites cette fois-ci les transférer vers ton compte bancaire, donc c'est-à-dire sur les 100 €, tu devras donc payer 17,2 €, ce qui te fera un total de 47,2 € sur les 100 € que tu avais à la base, soit une imposition du coup d'environ 50%, ce qui est juste énorme et qui enlève largement l'avantage du PEA si c'est une stratégie en dividende que tu veux développer dans le secteur européen. Évidemment, les entreprises françaises ne prennent pas en compte en fait cette double imposition puisqu'elle n'existe pas. Et donc, on peut un peu comparer le PEA et le compte titre, ou en tout cas les actions en PEA et les actions en compte titre, entre si je te donne la voiture la plus rapide possible pour rejoindre un point A à un point B, ou alors je te donne une voiture un peu moins rapide, donc tu iras beaucoup plus lentement. Par contre, pour compenser cela, je te fais quelques réductions sur tes pleins d'essence. Évidemment, ça sera à toi de choisir. Personnellement, je préfère aller toujours un peu plus vite du point A au point B et perdre un peu plus d'argent sur l'essence, mais arriver plus vite à mes objectifs. Évidemment, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Maintenant, on va voir du coup la cinquième et avant-dernière erreur qui est simplement de ne pas avoir d'argent de côté. C'est notamment une erreur que j'ai faite de mon côté qui m'a même refait partir à zéro, puisqu'en fait, je n'avais plus d'argent sur mes PEA. J'ai dû le clôturer simplement parce que je n'avais pas mis de l'argent de côté. Alors, heureusement pour moi, j'ai dû utiliser cet argent-là, non pas pour un imprévu de santé, de voiture, peu importe, simplement parce que j'avais une opportunité financière à ce moment-là dans mon business. J'ai décidé de la saisir parce que j'estimais que ça allait me rapporter plus à court terme que la bourse et donc évidemment j'ai réalloué mon capital, chose que j'aurais pu éviter si j'avais eu de l'argent de côté et donc de la trésorerie ou simplement une épargne de sécurité. Parce qu'en fait, avoir une épargne de sécurité propose de nombreux avantages. Le premier, couvrir simplement tes imprévus facilement. Un problème de santé, la voiture qui lâche ou même une pompe à chaleur défaillante, il faut la changer rapidement
rapidement et on ne veut surtout pas toucher aux choses qui travaillent pour nous, c'est-à-dire nos actifs, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, peu importe. Deuxièmement, pouvoir saisir une opportunité. Si comment on propose d'investir quelque part, de devoir réinvestir dans ton business pour grossir plus rapidement, eh bien évidemment, il te faut de l'argent de côté pour cela à cet effet J. Ensuite, troisièmement, ça va être de créer une sérénité d'esprit, simplement de savoir que tu as 3, 6, 1 an de salaire de côté. Ça va te permettre de dormir sur tes deux oreilles et ne pas te soucier, est-ce que j'arriverai à finir le mois ou est-ce que je vais arriver à payer cette facture-là? Non, ça va te permettre justement de dormir tranquille. Et enfin, dernière raison, c'est d'ouvrir d'autres investissements, notamment l'immobilier. Comme tu le sais, on n'investit pas avec 0 € en immobilier, même si c'est théoriquement possible, il te faudra quand même un apport ou montrer un minimum que tu es sérieux dans ton épargne à ta banque. Et ça, c'est un des meilleurs moyens en fait. Et d'ailleurs, pour un peu te présenter ma gestion du budget, c'est assez simple. On va dire que je vais mettre 20% en bourse à l'heure actuelle et 80% dans mon épargne. Évidemment, ça va être notamment pour préparer un projet immobilier. Et pour te montrer un petit peu mieux, je mets 100 € environ par mois dans ma bourse du coup, sur une action de manière générale. Je vais éviter de répartir ces 100 € sur différentes actions. Je fais une action pour une action à l'heure actuelle en tout cas. Et 500 € environ, voire même un peu plus, partent en fait pour mon épargne et mon apport immobilier et mon épargne de sécurité. L'objectif, c'est qu'à terme, je puisse avoir 6 000 € pour du perso, pour un problème de santé, pour un problème de voiture, peu importe, et 15 000 € pour l'immobilier, ça peut être pour un apport ou simplement prévoir des éventuelles vacances locatives ou frais annexes à mettre en place. En fait, on peut imaginer cela comme si tu avais ton propre royaume. Chaque royaume a une armée qui va lui servir à la fois à se défendre, mais aussi à attaquer pour conquérir de nouveaux territoires. Et bien simplement, ne pas avoir d'épargne de sécurité, ça serait comme si tu enverrais à chaque fois toute ton armée conquérir de nouveaux territoires pour gagner en richesse et aussi en influence. Sauf que le gros problème, c'est que tu n'aurais pas d'armée de défense à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passerait si un autre territoire t'attaquerait? Eh bien, malheureusement, tu te ferais avoir en 2 secondes puisque personne ne serait là pour te défendre. C'est la même chose ici avec notre épargne de sécurité qui va nous servir de défense lorsque notre actif est en train de conquérir des territoires pour nous et de nous enrichir. Et enfin, la dernière erreur, c'est d'attendre le prochain crash pour investir. Et ça, nombreuses personnes d'entre vous l'ont, notamment à cause du FOMO, le Fear of Missing Out, soit la peur de rater le train. Et on va le voir, en fait, dans les années 2000, on pouvait déjà se dire que le marché était trop haut. Non mais attends, je vais pas investir maintenant alors qu'on n'a jamais connu des prix aussi hauts, la bourse va forcément descendre. En 2015, non mais les prix ont encore une fois touché le plus haut, c'est sûr que la bourse et l'économie va se crasher dès demain, je vais attendre encore un petit peu en 2021, non mais tu as vu comment est-ce que ça a explosé à l'heure actuelle les marchés, je vais forcément encore attendre un petit peu. Et bien malheureusement, tu aurais pu te dire ça de nombreuses fois, parce que des plus hauts historiques, il y en a tout le temps malheureusement, même quasiment tous les ans, j'abuse un petit peu, mais c'est pour exagérer le trait. Donc ce n'est pas à ce moment-là que tu dois te dire est-ce que j'attends le prochain crash pour investir, mais simplement que tu dois te demander quelle stratégie je vais utiliser pour rentrer dans le marché. D'ailleurs, j'ai une petite prédiction sur les prochaines années et sur comment va évoluer le marché. Tu vas voir d'ailleurs, c'est assez bluffant à quel point ça va coller à la réalité. C'est première option, soit le marché va monter, deuxième option, soit il va stagner, troisième option, soit il va baisser. Personne n'a de boule de cristal et donc tu vas devoir ajuster à l'heure actuelle en fonction du marché. Et tu es peut-être tenté de te dire non mais je suis quasiment sûr que le marché va baisser, donc je vais attendre un petit peu. Le gros problème, ce n'est pas dit qu'il baisse dès demain. Peut-être, et il n'est pas impossible qu'il va continuer d'augmenter, subir une petite correction et repartir de plus belle à la hausse sans ne plus jamais en fait toucher les niveaux qu'il est à l'heure actuelle et donc tu achèteras forcément plus cher à ce moment-là. Une autre option qui est envisageable aussi, c'est le marché baisse certainement dès demain, c'est pas impossible non plus. Donc là tu vas dire voilà, j'avais raison, le marché est en train de corriger, mais je vais attendre encore un petit peu. Je pense que le marché va corriger encore et tu vas attendre comme ça un jour, une semaine, un mois, peut-être même un an si on a une grosse correction et tu vas dire non, j'attends encore, le marché va encore baisser, il va repartir à la hausse comme on a eu un peu lors de la pandémie et tu auras loupé cette baisse-là, tu n'auras rien acheté et tu devras peut-être même potentiellement acheter plus cher qu'à l'heure actuelle. Donc j'ai pas de boule de cristal, il y a des centaines voire des milliers de scénarios possibles. Tout ce que je sais, c'est que je connais le prix à l'heure actuelle et je vais simplement faire du DCA, donc du dollar cost averaging, acheter tous les mois pour être constamment sur le marché, peu importe qu'il baisse, qu'il monte, qu'il stagne et peu importe les mouvements futurs, au moins je suis sûr en fait d'être au meilleur moment, au meilleur endroit. Et d'ailleurs, il y a une très belle citation pour expliquer cela, c'est time in the market beats timing the market, ce qui veut littéralement dire que le temps passé dans le marché battra toujours le fait de vouloir battre le marché, donc c'est-à-dire d'essayer de trouver le meilleur point d'entrée, le meilleur point d'achat, et ça nous le prouve par des statistiques. Ici, par le passé, si tu avais investi ne serait-ce que 14 ans dans le CAC 40, tu étais à 99%, voire quasiment 100% des cas gagnants, c'est-à-dire que tu aurais fait une plus-value à la revente si tu n'avais pas vendu lors des 14 années précédentes. Au plus, tes chances d'avoir une perte à la fin
fin réduisent et au plus tes chances d'avoir un gain augmentent, que ce soit sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5, 10, 14 ans. Et donc on peut clairement en fait faire la métaphore de la météo, sauf qu'ici ça ne serait pas des professionnels qui le feraient, mais simplement toi, en voyant un petit peu, en regardant par la fenêtre, tiens, il y a un peu de vent, il y a quelques nuages, donc j'estime que d'ici demain, il risque de pleuvoir ou même de neiger. Évidemment, tu touches juste le nez, hein, tu ne sais absolument pas, tu te bases simplement sur quelque chose que tu pourrais penser avoir une influence, sauf qu'au contraire, il y a tellement de facteurs à prendre en compte que tu te tromperas certainement assez souvent. Et donc, il vaut mieux en fait simplement être toujours dans le marché plutôt qu'essayer de le timer ou essayer de le battre. D'ailleurs, si tu veux connaître en détail mon système pour augmenter mes revenus jusqu'à la fin de ma vie de manière automatique et prédictible, je te partage tout ça dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.